D'être venu ce soir pour la conférence inaugurale de l'exposition que nous avons ouverte hier et que nous avons ouverte aujourd'hui au public, comment les nazis ont photographié leurs crimes à Auschwitz 1944. Alors avant de laisser la parole à l'historien Tal Brutmann en conversation avec André Loès, Tal Brutmann est donc l'historien qui a proposé, en fait, auquel j'ai proposé, je ne sais même plus d'ailleurs, de faire... de transposer ses recherches et son livre que vous avez ici et que vous trouverez à la librairie du Mémorial de la Shoah au rez-de-chaussée en exposition. Et Tal a accepté de défier, de transformer l'essai, je ne sais pas comment dire, en tous les cas d'essayer de transformer ce livre en exposition, ce qui était quand même un petit défi, on va dire, puisque évidemment le livre est très important. Il est très important par son sujet, il est très important par sa matière, mais il est aussi très important par le nombre et le détail de l'analyse qu'il développe, qui y est développée. Donc, on a travaillé depuis quelques mois à essayer de transposer toutes ces idées. Puis surtout, ça nous a permis aussi, puisque le livre Tal et les historiens avec lesquels il a travaillé, ils l'ont fait, il est paru déjà il y a 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Ils ont mis 5 ans, en fait, à faire cette recherche. Mais entre-temps, évidemment, vous savez ce que c'est quand on est dans une recherche, ça fait comme une petite boule de neige. Et il y a des nouveautés qui arrivent. Et donc, ça nous a permis, dans l'exposition, de développer non seulement l'idée principale du livre, dont ce soir, je pense, Tal va nous parler, mais aussi d'y apporter des éléments, des nouveaux documents. Et donc, voilà, je vous invite à aller la voir en complément, peut-être, si vous ne l'avez déjà vue, de cette exposition. Donc, je voulais remercier Tal, voilà, de nous avoir fait confiance. J'espère qu'il est content. En tous les cas, nous, on est très heureux, à l'occasion du 80e anniversaire de la libération des camps de concentration et de la libération d'Auschwitz, dans quelques jours, et de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, de présenter cet important projet. Donc on a rencontré depuis plusieurs jours des journalistes là, qui nous demandaient pourquoi ce thème en particulier. Je crois que le travail qui a été développé par Tal et ce fonds photographique dont il va nous parler, je ne vais pas m'étendre là-dessus, nous permettent vraiment de revenir sur ce qu'était le cœur de la solution finale. Et je crois que pour les 80 ans de la fin de la Shoah, c'était important de revenir là-dessus. On a... tout le monde, soi-disant, connaît la Shoah, mais en fait, on voit bien à quel point on ne la connaît pas exactement dans ce qu'elle a été réellement et dans ce qu'elle a de terrible. Et je crois que cette exposition peut vraiment concourir à nous rafraîchir la mémoire sur ce point et à nous faire apprendre aussi ce que 80 ans d'études ont pu amener à ce que les nazis, à ce que nous connaissions, ce que les nazis ont voulu cacher. Alors, je voulais profiter aussi un petit peu pour remercier tous ceux qui avaient travaillé avec nous. Donc, vous verrez une belle scénographie de Rami Fischler, qui est un designer, un architecte avec lequel on a fait plusieurs expositions déjà au Mémorial. Je voulais remercier aussi les personnes qui ont travaillé avec nous. Donc, Natacha Nisi, qui m'a aidé à monter l'exposition, Clara Lenné aussi, tout mon service. Je voulais remercier Julie Mac aussi et Pauline Dubuisson qui ont monté toute la programmation, plutôt Julie d'ailleurs, autour de l'exposition. Donc l'exposition va durer quand même un petit peu de temps, donc on reviendra encore peut-être avec d'autres propositions plus tard. Et voilà, je voulais encore dire merci à Tal. Donc je vais laisser donc la parole à André. Ah, on va lancer le teaser. Lançons le teaser.
Donc c'est un teaser. Je voulais donc passer la parole à André Lehesse. André Lehesse est historien. Vous le connaissez peut-être parce qu'il produit et anime le podcast Parole d'Histoire et Tal Brutman. Voilà. Bonne conversation. Merci beaucoup. Merci au Mémorial d'avoir organisé cette rencontre et merci à vous toutes et tous d'être là. Nous allons donc discuter avec Tal qui a été le commissaire de cette exposition. On va aussi montrer ponctuellement des photographies, soit des photographies tirées de l'album au cœur de l'exposition, soit d'autres photographies pour illustrer un petit peu au fur et à mesure de notre propos. Alors la première question que j'avais prévue, mais on a vu le teaser, mais je pense que c'est quand même bien de la poser à Tal, c'est finalement qu'est-ce qu'on va voir dans cette exposition. Il y en a peut-être qui l'ont vu déjà ici et beaucoup qui ne l'ont pas vu. Donc, sans évidemment tout dire, parce qu'on va avoir du temps pour en parler, et puis après on aura un temps aussi d'échange, une quinzaine, vingtaine de minutes pour que vous puissiez poser des questions. Voilà, quel est l'enjeu principal de cette exposition et qu'est-ce qu'on va y voir? Alors déjà, bonsoir. Par ailleurs, je fais un aparté, vu que Sophie m'a remercié. Je voudrais dire merci à Sophie pour le résultat final. Merci à Natacha, vu qu'elle est quelque part au fond. Merci aussi à Caroline Pichon, qui est planquée quelque part, qui est mon éditrice et qui a réussi l'exploit, et parce que ça a aussi son importance par rapport à ta question, André, qui a réussi l'exploit de rendre plus belle l'édition française que ne l'est l'édition allemande. Donc la Deutsche Qualität, voilà. Non, mais je suis sérieux. Et mes deux co-auteurs, Christoph Kreutzmüller et Stéphane Hordler, ont été impressionnés par le fait que le bouquin est strictement identique à peu de choses près, mais il est plus beau. Voilà. Donc ça relève d'un certain talent. Cela étant dit, pour maintenant répondre à la question, quand on a évoqué l'idée de faire une exposition autour du livre, il y avait plusieurs enjeux, notamment un qui était l'idée de tirer des fils qui ne sont pas dans le livre. Parce que, et on l'a écrit dans l'introduction, au départ, quand on a commencé, ça devait nous prendre 1 an, et Sophie l'a dit, ça nous a pris 5 ans, et on l'a mis dans l'intro, on a livré qu'une toute petite partie du travail qu'on a réalisé. Pas pour se faire mousser, mais tout simplement, on ne s'attendait pas à avoir une telle masse d'informations, à avoir autant d'éléments intéressants. Et du coup, on a publié des articles un peu partout, en Allemagne, aux États-Unis, en France, qui ne sont pas dans le livre. Et l'expo donnait l'occasion de tirer d'autres fils qu'on n'avait pas exploités ou qu'à l'époque, je n'avais pas envisagé d'un point de vue intellectuel, sur des points qui, toujours en partant du même matériau, ces 197 photos, pouvaient être exploités. Donc, c'était l'occasion de livrer autre chose et pas juste de se contenter de proposer une ressucée qui aurait été muséographiée, mais au contraire de prolonger les réflexions et surtout l'exploitation iconographique, enfin, même si le terme là, je ne le trouve pas approprié, mais prolonger l'utilisation de ces images comme source historique. Alors pour bien le comprendre, je ne sais pas si on peut mettre à l'écran ce qu'il y a sur le PC devant nous. Pour bien le comprendre, il faut peut-être commencer par dire qui est cette femme. Parce que c'est Lily Jacob, et Lily Jacob, son histoire est mêlée à celle des photographies dont on va parler, puisque l'album qu'on appelle parfois l'album d'Auschwitz est aussi appelé l'album de Lily Jacob. Donc est-ce qu'on peut, en particulier pour les gens qui ne connaîtraient pas cette histoire très singulière, dire qui est Lily Jacob et comment son histoire se mêle à celle de cet ensemble documentaire? En fait, Lily Jacob, c'est la personne qui a découvert l'album au sens propre du terme, puisque c'est une déportée juive de Hongrie qui a été transférée au camp de Dora, et qui, après la libération du camp de Dora, en cherchant de la nourriture et des vêtements dans les affaires abandonnées par la SS, va tomber sur cet album et elle va le conserver avec elle. Mais elle le garde avec elle et il y a toute une série d'éléments qui font que son histoire est très complexe parce qu'elle s'appelle Lily Jacob, épouse Zelmanovitch, veuve, épouse Meyer, donc déjà 3 noms différents. Mais en plus, c'est une juive déportée de Hongrie, mais le territoire d'où elle vient était tchécoslovaque avant la guerre, puis slovaque, puis redevient tchécoslovaque, et 6 mois après la fin de la guerre, c'est l'Ukraine. Donc il rajoute une couche de problèmes qui ont leur importance pour la fin de l'histoire, dans 2 heures. Mais en fait, Lily Jacob a laissé une copie de son album au musée juif de Prague, mais le musée juif de Prague ne va photographier que les photos de l'album et pas les pages. Il faut dire qu'elle s'était reconnue elle-même et des membres de sa famille. Voilà, cet album, il avait une valeur pour elle très forte aussi. Une valeur juste comme un objet trouvé appartenant aux nazis, mais aussi une valeur biographique. Ouais, puisqu'elle fait partie de cette vague de déportation de juifs de Hongrie. Du coup,
Pour moi, c'est la raison pour laquelle elle l'a gardé avec elle. Si quand vous êtes libéré d'un camp, que vous trouvez des documents, vous n'avez pas vocation à les garder. Elle, justement, ça rentre en résonance avec son histoire, elle le garde. Elle laisse le musée juif de Prague faire ses copies, elle immigre aux États-Unis. Et quelques années après, le sujet Auschwitz commence à intéresser les gens. Ce qui fait que le musée juif de Prague, qui ne sait plus d'où viennent ces photos, commence à les diffuser. Et il n'y a plus aucune mémoire à proprement parler de l'origine. On ne sait pas d'où ça vient. Il y a des dizaines de photos qui montrent des juifs à Auschwitz qui circulent dans le monde entier. Et à la fin des années 70, Serge Klarsfeld va avoir une intuition. Il se dit, mais ces photos, elles doivent venir d'un ensemble unique. Donc il va se lancer sur la piste. D'où l'exploit de retrouver une femme qui a 3 identités différentes, qui vient d'un patelin, qui a un trou paumé, qui s'appelle Bilki, à côté de Beregovo, d'où vient Pierre Beregovo, en Ukraine. Mais retrouver une femme qui vient de Bilki, qui a changé une demi-douzaine de fois d'État, la retrouve à Miami en 1979, alors qu'il n'y a pas Internet et même pas le Minitel, ça relève d'une certaine technicité en matière de recherche. Il réussit l'exploit de retrouver Lily Jacob, de la convaincre de remettre cet album, parce que Klarsfeld se rend compte de son importance, il l'a évoqué ici hier lors de l'inauguration, à Yad Vashem, avec en plus une exigence qui est de la part de Serge, c'est qu'aucun droit ne peut être perçu sur l'exploitation de ces images. Ce sont des images qui sont conservées par Yad Vashem, mais Yad Vashem n'a pas le copyright dessus. Et je le dis pourquoi, parce qu'on a plein d'agences d'images, genre Getty Images ou d'autres, qui les vendent, alors qu'il n'y a aucun droit dessus. Et ça aussi, ça dit beaucoup de choses sur le rapport aux images, et on pourra peut-être aller dessus si tu as envie. Mais du coup, en 1980, elle le remet à Yad Vashem, vous pouvez la voir en train de remettre l'album, de mémoire, ça doit être Yitzhak Arad, qui est le directeur de Yad Vashem, et vous pouvez voir l'album. Alors l'album, justement, je vais mettre derrière nous la couverture. Cet album, il est très important. On dit parfois l'album d'Auschwitz, mais le singulier l'album d'Auschwitz pourrait laisser penser à des gens qui ont peut-être d'ailleurs entendu cette idée reçue que ce serait la seule source photographique sur Auschwitz ou même sur la Shoah au sens large. Et je pense que c'est important de dire que l'expo s'appelle Comment les nazis ont photographié leurs crimes, mais ils n'ont pas photographié leurs crimes que à cet endroit, que à ce moment-là, milieu de l'année 1944, qu'en fait, on a des masses de documents, y compris photographiques, iconographiques sur la Shoah. Celui-ci est très singulier, parce que c'est un ensemble qui a une certaine cohérence, mais c'est loin d'être le seul. Et en fait, des photographies de la Shoah, il y en a un grand nombre et une grande variété. Et ça, c'est un point fondamental, parce qu'on touche littéralement du doigt les représentations, pour plein de raisons. D'abord, à cause des photos, enfin, à cause, sans culpabiliser, des photos et des films réalisés par les Alliés lors de la découverte des camps qui ont ancré un certain nombre de représentations, à cause des débats qui sont notamment particuliers en France à partir des années 80-90 autour de Claude Lanzmann et d'autres personnes comme Georges Didier-Huberman, il y a cette idée qu'il n'y aurait pas ou peu de photos de la Shoah et que cet album serait extraordinaire, et il est extraordinaire. Sauf que là, il y a un problème de compréhension de ce qu'est la Shoah, parce qu'on a cette représentation-là, enfin pas forcément l'album, mais l'idée des juifs, des nazis. Sauf que la Shoah, c'est pas juste des juifs, des nazis, c'est aussi des flics français qui arrêtent des juifs en France, et on a des photos qui montrent des juifs qui sont arrêtés en France par des policiers français. Autrement, j'avais oublié, Rave de Marseille, janvier 1943. Donc là, pour le coup, sur cette photo, il y a des Allemands, mais il y a 2000 Allemands et 10 000 policiers français. Et pour la même opération, on a des soldats français qui mettent les gens dans les trains. Enfin, voilà, il n'y a pas de doute sur l'ensemble des gens qui ont participé. Et ça, c'est une photo de la Shoah. Sauf que ça ne correspond pas à notre représentation de la Shoah, puisque pour nous, la Shoah, en gros, c'est Auschwitz ou Treblinka. Sauf que les Juifs, et je le dis sciemment de cette manière-là, ils ne sont pas téléportés à Auschwitz. Quand on regarde les photos de l'album de Lily Jacob, on a des Juifs à Auschwitz, des SS, et l'histoire de la Shoah, c'est simple. Sauf que non, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont été arrêtés dans ces conditions-là, par exemple. Et c'est ces gens-là, ou ceux que André a évoqués, qui les ont mis dans des trains. Donc la solution finale, ce n'est pas juste des Juifs et des SS. On a un autre exemple, je pense qu'on peut montrer, qui est cette photo de 1941, prise à Lviv. C'est ça aussi, la Shoah. Ouais, et cette photo, en plus, elle est très intéressante parce que, en plus, alors, la photo d'avant de Marseille, elle est prise par les compagnies de propagande allemandes. Donc, c'est une photo qu'on peut qualifier d'officielle, ou en tout cas qui est générée dans un cadre officiel. Ça, c'est une photo privée, prise
au centre de la ville de Lviv, donc en Ukraine, juste à côté de l'opéra de Lviv. On est en plein centre de Lviv. Alors, elle fait partie de toute une série, et les séries, c'est important parce que ça permet justement de sortir du moment unique. Et cette photo, elle montre d'abord le pogrom de Lviv qui est en cours. Vous pouvez voir qu'il y a des Ukrainiens qui s'attaquent à des Juifs qui marchent les bras levés, des hommes et des femmes. Vous pouvez voir une partie de la populace qui les regarde, une autre partie qui marche normalement, qui ne s'intéresse pas, et il n'y a pas de jugement de valeur quand je dis elle ne s'intéresse pas. Ça se trouve, elle désapprouve totalement et elle circule. Mais vous pouvez surtout voir, alors au-dessus de mon doigt, il y a un pointeur. Je vais essayer de le montrer. Ouais, merci André, qui a 25 cm de plus que moi, donc du coup, il peut montrer. C'est pour ça qu'ils m'ont invité. Mais du coup, il vient de vous montrer un soldat allemand qui est en train de photographier tranquillement la scène. Donc des violences des nationalistes ukrainiens photographiés par un soldat allemand qui, lui, se contente de photographier, et c'est pas le seul. On en voit partout sur cette série de clichés des soldats allemands qui prennent des photos. Ça montre la réalité des violences anti-juives et qui ne correspondent pas justement à nos représentations. Et cette photo, qui est une photo privée, avec un cadrage qui montre aussi que c'est une photo privée, elle dit beaucoup plus de choses que la plupart des photos officielles. Et c'est en ça aussi qu'il faut évoquer les différentes origines de photos sans disqualifier aucune d'entre elles. Peut-être pour continuer ce tour d'horizon des photos qui existent, qui sont des photos de la Shoah, même si ce ne sont pas des photos d'Auschwitz par exemple, il y a toutes ces photos prises dans l'armée allemande et dans les Einsatzgruppen, dans la deuxième moitié 1941, dans toute la phase qui a été appelée la Shoah par balle. Alors bon, c'est des photos qui sont d'une grande violence, peut-être pour les mettre un peu à distance, je vous montre plutôt quelqu'un qui regarde une de ces photos, parce que c'était une grande exposition en Allemagne à la fin des années 90, qui a été la photo dite des crimes de la Wehrmacht. Et en fait, si on regarde d'un peu plus près, on voit des gibets, on voit des fusillades, on voit en fait que photographier les crimes de masse était quelque chose de tout à fait massif dans les troupes allemandes. Alors, d'abord, c'est totalement massif. Et c'est là où il y a un truc qui est hyper intéressant dans notre rapport problématique à l'image, c'est que tout le monde ici connaît ces photos, et pas parce que vous êtes ce soir dans une conférence au mémorial de la Shoah, mais tout le monde y a été confronté quand il a été lycéen, voire collégien, ce qui pose quand même un problème. Montrer des photos d'assassinat dans un cadre pédagogique à des enfants. Et pour le dire autrement, personne ne verra jamais de photos des gens qui ont été assassinés au Bataclan. Les magistrats ont refusé de les montrer au procès. Et pourtant, on considère qu'il est normal de montrer ces photos-là. Donc déjà, ça pose un premier problème. Le deuxième problème, c'est que quand on regarde ces photos-là, on n'envisage pas une chose qui est très importante, c'est que les photos qu'on est en train de regarder, elles ont été faites pour être montrées. Ce n'est pas juste des selfies souvenirs, si je le traduis aujourd'hui. Ces photos, elles ont été montrées à des amis, à de la famille, elles ont circulé. Et donc, elles induisent un savoir qui est partagé par la population allemande. Et en plus, dernier élément, sur une immense majorité de ces photos, on voit à l'arrière-plan des soldats allemands qui, par ailleurs, quand on sait reconnaître les uniformes, ne font pas partie des unités de tueurs et ils sont sur place en train de regarder. Ne faisant pas partie des unités de tueurs, ils nous indiquent une chose, ils sont venus regarder le spectacle. Autrement dit, il y a une immense question qui a été réglée par les historiens allemands il y a une trentaine d'années, notamment par Peter Longrich, avec un ouvrage qui s'appelait, entre guillemets, « Nous ne savions pas », toute la question de savoir ce que savaient les Allemands. Dans ces photos, il y a justement une information, on sait beaucoup, et l'existence même de ces photos montre que ça circule. Et peut-être pour compléter ce sort de tour d'horizon de qu'est-ce que c'est les photos de la Shoah et qu'est-ce qui fait qu'elles sont très variées, il faut dire qu'il y a aussi des démarches parfois officielles. Alors souvent les photos qu'on vient de voir suggérées, c'est des photos qui sont prises par des militaires, pas forcément avec une commande officielle, mais il y a aussi parfois une démarche photographique qui accompagne telle ou telle opération. Et si on peut penser à quelque chose qui, par certains côtés, s'apparente à l'album dont on va parler, qui est au cœur de l'exposition ici, qui est le rapport Stroop de mai 1943. Il n'y a plus de zone de résidence juive à Varsovie, la destruction du ghetto. Voilà. Là, on a bien une démarche pensée pour illustrer par la photographie une opération de destruction allemande. Exactement. Et alors, je tiens à dire, c'est André qui a choisi les photos. J'y suis pour rien et c'est excellent parce que je n'avais pas pensé à le faire moi, mais c'est un point hyper important. Tout le monde connaît cette photo. Et à peu près, sans faire injure à qui que ce soit, personne ne sait que c'est une photo qui vient d'un document administratif. C'est un document administratif qui est composé de deux parties. La première partie est écrite par Stroop, qui est le SS qui dirige l'opération de destruction du ghetto, écrite. Et la deuxième partie, c'est de la photographie. Et en fait,
et c'est un point hyper important, c'est que les photos correspondent au texte. En fait, c'est comme si c'était une bande dessinée. Et j'insiste sur le terme bande dessinée, dont le texte aurait été retiré de l'image. Donc le rapport Stroop, on peut reconstituer ce qui se passe sur les photos avec des bouts du texte qui sont avant les photos. Mais c'est un pur rapport administratif. Et cette dimension administrative est quasiment jamais envisagée quand on est confronté à ces documents. Et pour faire un saut en avant, l'album d'Auschwitz est un document administratif. C'est un rapport qui a été généré sans doute également avec une phase texte qui ne nous est pas parvenue et qui est accompagné de photos, ce que les Allemands faisaient communément, mais ce que l'administration française faisait communément à l'époque également, et ça s'est pratiqué avant et après la guerre, c'est de faire des rapports écrits accompagnés d'images. Alors on le voit, on a en fait une masse de photos de la Shoah à différents moments, de différents types, qui montrent soit des actions violentes, soit des moments qui sont violents mais qui ne sont pas de la mise à mort directe, mais des arrestations, etc. etc. Voilà. Et donc toute une série d'éléments. Des photos qui peuvent avoir été prises par des témoins civils, mais qui sont quand même très souvent prises par l'appareil politique, militaire, administratif de l'Allemagne et de ses alliés. Et puis on a une disproportion considérable, puisqu'on a un certain nombre de photos prises par des victimes. Je vais les passer comme ça et on va tomber dessus. Un certain nombre de photos prises par des victimes, notamment cette série de photos qui est célèbre, importante, mais qui, en termes numériques, évidemment, il y a une disproportion considérable entre ce que les bourreaux ont produit et dont on est largement tributaire pour la connaissance, et puis ce que les victimes ont réussi de temps en temps à produire et à photographier. Et ici, c'est l'une de ces photos. Alors, cette photo, c'est une des 4 photos prises par Alberto Herrera dit Alex, qui est un membre du Sonderkommando à Auschwitz, et qui sont... Alors, il y a eu plein de débats par ailleurs, à partir du livre de Georges Didier Huberman, Images malgré tout, entre, on va dire, les Lanzmanniens et Didier Huberman, en lui reprochant des trucs que je trouve personnellement absurdes. Mais ces 4 photos-là, d'abord, et pour le coup, Didier Huberman l'a dit avant moi, c'est des témoignages. Et c'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Au Sonderkommando, par exemple, il y a des gens qui, pour témoigner, écrivent. Il y a des gens qui, pour témoigner, dessinent. Et notamment, le plus connu, c'est David Holler. On va rappeler que le Sonderkommando, c'est les détenus chargés de sortir les corps des chambres à gaz, et donc de qui sont à leur crémation. Eux-mêmes voués à la mort ultérieure, et donc qui font l'une des pires choses que peut faire un détenu à Auschwitz. Et du coup, certains ont voulu laisser la trace, ont voulu laisser des textes qu'ils ont enterrés, et la photographie, de manière assez miraculeuse dans les conditions de l'époque, évidemment, quelques-unes ont pu être prises. Et ces photos ont la même valeur testimoniale que les dessins. Donc, pour être corporate, il y a une expo Holler au mémorial en parallèle aussi, donc comme ça, voilà. Mais ça a la même valeur en termes documentaires que les témoignages enterrés et que les dessins faits par David Holler, par exemple. Il a dessiné, on le sait, par des témoignages pendant le Sonderkommando, et ensuite il a tout perdu au moment de l'évacuation d'Auschwitz, et il a recommencé ses dessins, dont certains peuvent être vus ici. Alors justement, j'ai mis ici un des dessins sur lesquels vous appuyez dans vos travaux, pour aussi vous permettre de dire que la photo donne l'impression d'un accès réel, réaliste à ce qui s'est produit parce que ça a été figé sur la pellicule, il y a cet instantané, et le dessin souvent a été relégué du côté de la création, du non-vrai. En tout cas, dans l'imaginaire, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et en fait, c'est plus compliqué pour la Shoah, parce que parfois, justement parce qu'il y a cette disproportion et que le regard des bourreaux oriente beaucoup l'objectif des appareils, certains dessins peuvent être extraordinairement probants en termes documentaires, en termes même de preuves de ce qui s'est produit. Oui, je ne le limiterai pas juste à la Shoah, par ailleurs, sans vouloir. Il y a quelque chose qui est hyper important, mais qui toujours renvoie à l'impensé qu'on a avec l'image, c'est que il y a une idée commune très largement répandue qui consiste à se dire la photo c'est fiable, c'est objectif, le dessin c'est subjectif, donc pas fiable. C'est ce qui prévaut. Et par rapport à ce sujet-là, par rapport à l'album d'Auschwitz, il y a un exemple qui est génial à cet égard. Le premier livre qui est consacré à l'histoire d'Auschwitz, qui s'appelle Tovarna na smrt, qui veut dire en tchèque l'usine de mort. Les 2 auteurs, qui sont 2 rescapés d'Auschwitz, mais qui deviennent historiens, et leur livre est fondamental en matière de connaissances historiques, ils demandent à une rescapée qui s'appelle Dina Gottliebova, qui est dessinatrice de formation, qui va dessiner au camp,
ils l'écrivent dans le livre, ils lui demandent de témoigner. Et donc, elle va livrer des dessins qui accompagnent la première édition du livre et qui feront la couverture du livre. Quand les photos de l'album commencent à circuler, la couverture avec le dessin de Dina Godlebova dégage. Dans certaines éditions, puisqu'il a été traduit dans une dizaine de langues, les dessins de Dina dégagent, tout simplement parce que la photo, c'est fiable. Et que pour dire le vrai, on met les photos de l'album et les dessins faits par une rescapée, dont les auteurs du livre disent c'est son témoignage, on les vire. Ce qui montre à quel point cette idée, elle est ancrée très largement. Sauf que, non. En fait, une photo, qu'elle soit mécanique ou aujourd'hui électronique, a la même subjectivité ou pas qu'un dessin. Et ce qu'il faut interroger, c'est le producteur de l'image. On a d'un côté des images produites par des nazis. Est-ce qu'elles sont fiables ou pas? Elles peuvent l'être fiables. Ce n'est pas parce qu'ils sont nazis, mais est-ce que ça correspond à la réalité? Est-ce que les producteurs du dessin ont livré des dessins fiables? Ce n'est pas parce que c'est des victimes que ça les rend fiables. C'est est-ce qu'on peut recouper? Est-ce qu'on peut confirmer? En fait, faire l'exercice historien normal de voir si une source peut être suivie ou pas. Et en plus, ce dessin fait partie d'un ensemble d'une trentaine qui a quelque chose d'intéressant, et j'y reviens, et en plus André partage le même intérêt que moi pour le sujet, mais vous pouvez voir que cette case qui montre en fait le crématoire, la chambre à gaz numéro 5, donc j'ai dit case, vous pouvez voir que c'est numéroté D, tout simplement parce qu'il y a 3 dessins avant, A, B, C, D, 3 dessins qui se suivent, en BD ça s'appelle un strip, et le dessinateur a dessiné une série de strips, il fait de la bande dessinée à Auschwitz pour montrer, pour faire une narration. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a la même valeur qu'une série de photographies qui se suivent. Et l'album d'Auschwitz est constitué de séries qui se suivent mais qui ont été mélangées. Et justement, ça montre aussi une question qui s'est posée au moment de la sortie de la BD Mao sur la légitimité de représenter la Shoah en BD. Il y a un type qui a répondu à Auschwitz en faisant une BD au sens premier du terme, avec un découpage, avec une narration et un récit qui montre comment se passe la réalité. Et si vous... Non, mais t'inquiète, mais si vous comparez son dessin avec les photos qui nous sont parvenues des bâtiments 4 et 5, puisqu'ils sont jumeaux, vous verrez à quel point le dessin est totalement fiable. Et totalement fiable, y compris dans le détail, loin de ce qu'on se représente sur la non-fiabilité du dessin ou de la subjectivité du dessin. Alors ça nous a permis, je pense, de commencer à cerner les enjeux autour de l'image et autour de la façon d'appréhender des images de ce type. On le voit, on ne peut évidemment pas les appréhender de manière naïve ou de manière purement émotionnelle, en disant ça représente un endroit horrible, je m'attends à y voir des choses horribles, donc je vais projeter mon imaginaire dessus, parce qu'il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de tromperies aussi de la part des bourreaux lorsqu'ils ont mis en scène un certain nombre de choses dans cet album dit Lily Jacob, album d'Auschwitz. Alors, pour commencer à l'approcher, il faut peut-être partir du titre. Umsiedlung der Juden aus Ungarn, réimplantation des Juifs de Hongrie. C'est à la fois faux et vrai, comme dans la terminologie nazie en général. C'est pas une réimplantation, évidemment, c'est un assassinat collectif. C'est cette euphémisation de la langue nazie qui est connue. Et puis, en revanche, ce que ça dit de vrai, c'est qu'effectivement, ce sont les Juifs de Hongrie, et c'est la grande opération de l'année 1944. Voilà, plus tard, merci. C'est la grande opération du milieu 44 qui a été une opération la plus massive dans un temps très court qui a eu lieu à Auschwitz. Oui, mais non. Enfin oui, ce que tu as dit est correct, mais il y a déjà un problème, c'est que l'album nous annonce réimplantation des Juifs de Hongrie, mais une fois qu'on s'est rendu compte que, et je le dis c'est d'autant plus important de le rappeler, je fais le malin devant vous, sauf que l'idée, elle ne vient pas de moi, elle vient de Christoph Kreutzmüller. C'est lui qui m'a dit, il y a un problème avec cet album, et il y a un problème avec les images. Je suis censé être bon sur le rapport aux images, notamment à cause de la bande dessinée. Je suis censé connaître Auschwitz. Et pourtant, je n'avais même pas vu le truc. Donc, je ne peux même pas me targuer d'avoir eu l'idée. L'idée, elle vient de Christoph Kreutzmüller, qui en gros, ne connaît rien à Auschwitz. Et c'est là où il y a justement un truc intéressant. C'est que si on pense à l'objet, et j'insiste là-dessus, ça fait partie intégrante de l'expo, comme le font les antiquistes, comme le font les médiévistes et parfois les modernistes, si on pense l'objet et le rapport à l'objet au sens matériel du terme, on peut penser différemment. En contemporain, on n'a pas cette habitude-là. Je le dis à plus forte raison que j'ai commencé en histoire antique et que j'aurais dû y penser de moi-même. Mais non, c'est un autre qui a pensé, je ne peux même pas me dire c'est mon idée et les autres se sont greffés dessus, c'est moi qui me suis greffé. Voilà. Et ce qui est important, c'est déjà la matérialité de l'objet, elle est fondamentale. Ensuite,
le titre, réimplantation des Juifs de Hongrie, il pose un problème. 197 photos. Comment est-ce qu'on sait que les 197 photos, elles montrent vraiment des Juifs de Hongrie? Et donc, là, pour le coup, c'est moi. J'ai trouvé comment on pouvait le savoir. On peut le savoir à cause, plutôt que grâce, des étoiles que portent les gens qui sont photographiés, puisque le marquage que portent les Juifs dit d'où ils viennent. Si c'est des Juifs qui avaient été arrêtés à Paris, ils auraient une étoile jaune produite industriellement, floquée juif. Si ça avait été des Juifs de la zone sud, pas d'étoiles, donc on sait qu'ils viennent de la zone sud, qui est le seul endroit où il n'y a pas d'étoiles, etc., etc. En Hongrie, les Juifs ont dû confectionner eux-mêmes leurs étoiles. Tout ce qu'on voit dans l'album, c'est des étoiles de Hongrois. Donc, comme ça, on sait que le titre correspond. Et en plus, il y a un autre élément qu'on n'avait pas trouvé durant les 5 ans de recherche et que j'ai fini par trouver. Le titre, réimplantation des Juifs de Hongrie, en fait, Umsiedlung, c'est le terme qui est utilisé par les SS pour parler d'assassinat. Donc en fait, ça, on ne l'avait pas compris, et je l'ai exhumé il y a 6 mois. Donc l'album veut dire en langue nazie, assassinat des Juifs de Hongrie. Et c'est là aussi où, une fois que j'ai pointé ça sur le titre, ça permet de comprendre qu'on ne comprend pas ce qu'on voit. Littéralement, quand on dit réimplantation des Juifs de Hongrie, on dit, bon, c'est le verbiage nazi classique, la LTI de Klemperer. Mais en fait, dans tous les endroits où il y a vers lesquels il y a des déportations, les SS parlent de réimplantation. C'est le terme privilégié pour parler de l'assassinat. Donc l'album annonce l'objet. Il annonce l'objet, est-ce qu'il annonce, du coup, par déduction, les producteurs, les destinataires? C'est-à-dire à qui c'était destiné, avec cette couverture qui choisit des juifs volontairement correspondant à un stéréotype, et puis cette langue lisible, évidemment, au sein de la SS. C'est fait par qui, pour qui? Et c'est là où il y a un autre point hyper important. Et là aussi, c'est intéressant sur comment on a pu résoudre énormément de questions, dont celle-là, et qui montre qu'en fait, il y avait énormément d'informations disséminées et qui étaient disponibles de tout temps. Je m'explique. Il y a plein de choses qu'on a évidemment découvert nous-mêmes en analysant les images, mais combien de copies de l'album ont été faites? C'est une information qui a été livrée par un rescapé d'Auschwitz il y a 35 ans. Il a dit, il travaillait au labo photo, il s'appelait Wilhelm Brasseux, il était photographe lui-même et prisonnier. Il dit, j'ai fait une quinzaine de copies. Tous ceux qui ont travaillé sur l'album avant disposaient de l'information. Il leur suffisait d'aller chercher parmi les témoignages des gens du labo photo. C'est calligraphié, mais on sait qui calligraphiait au labo photo, puisqu'on a le nom du prisonnier qui était en charge de cela. Donc voilà. Donc on a rassemblé des informations qui étaient très largement disponibles. Donc on sait combien de copies ont été faites, comment ça a été fait. En plus, et on le montre dans l'expo, vous pouvez voir comment s'ouvre l'album. Il y a une première photo qui est posée, et je le dis sans... Il y a un tinique là-dedans. C'est une photo modèle Harcourt, pour ceux qui connaissent les photos Harcourt. Pourquoi? Parce qu'elle est prise au studio photo du camp d'Auschwitz. Et dans l'expo, on a reproduit l'album dit album Eucker, du nom d'un des responsables de la destruction des Juifs d'Hongrie. L'album s'ouvre de la même manière, deux SS qui se tiennent côte à côte. Autrement dit, ça répond aussi à une codification de comment on réalise un album au camp d'Auschwitz. Et en plus, ça s'ouvre avec évidemment 2 photos qui sont hautement antisémites, des juifs qui correspondent aux caricatures antisémites, telles que les nazis veulent les montrer. Tout ça, c'est des éléments qui nous permettent de comprendre ce qu'est cet album, un rapport administratif, on l'a déjà évoqué, et qu'il est destiné, enfin qu'il est fait par des nazis à destination d'autres nazis. Autrement dit, la logique même aurait prévalu de dire c'est un objet qu'on devrait mettre à distance, à tout le moins pour interroger, pas juste infliger les images en disant ça se passait comme ça. Et dans ce qu'on a essayé de recréer, alors pas de recréer artificiellement ou de jouer à pile ou face sur les probabilités, mais en comparant avec d'autres documents qui sont disponibles, comme le rapport Stroop que André vous a montré, la destruction des Juifs, enfin la destruction du ghetto de Varsovie, on en a 2 copies. 2 exemplaires nous sont parvenus. Il y a d'autres rapports comme le rapport Katzmann qui est consacré, beaucoup moins connu parce qu'il est moins... les photos sont moins extraordinaires, qui montre la destruction des Juifs de Galicie. Donc la comparaison avec tous ces albums permet de comprendre des logiques de création, de production et de destinataires. Donc on a pu reconstituer tout ça en s'appuyant sur des éléments. Cet album était certainement destiné à Heinrich Himmler, parce que c'est lui qui a décidé de l'opération, c'est le chef de la SS,
et une quinzaine d'autres hiérarques du régime, qu'il s'agisse d'Adolf Eichmann, puisque l'opération est gérée en Hongrie par Eichmann, elle s'appelle à Budapest Opération Eichmann, alors qu'elle s'appelle Opération Heuss à Auschwitz, et c'est justement là où il y a un point fondamental. L'album ne montre que les convois qui arrivent à Auschwitz. Il ne montre jamais les départs à Budapest. Donc c'est pas l'opération Eichmann qui est montrée. C'est pas la parfaite organisation de comment on rassemble les Juifs, comment on les ramasse, on les pousse dans des wagons et comment on gère les trains, c'est comment les trains sont réceptionnés à l'arrivée. Donc ça nous dit aussi qui est le commanditaire. Le commanditaire, c'est Rudolf Heuss, l'homme qui a été rappelé en catastrophe à Auschwitz pour gérer l'assassinat des Juifs de Hongrie. Donc tout ça mis bout à bout permet de comprendre l'objet auquel on est confronté. Donc, si je résume, c'est un objet qui est fait par 2 photographes SS, mis en forme matériellement par des détenus du camp dans le studio photo du camp avec calligraphie, etc., utilisé par Heuss, chef du camp d'Auschwitz à ce moment-là, il l'était avant, il le redevient à ce moment-là, pour dire à Himmler, en gros, le travail a été bien accompli, et voilà la preuve visuelle, ou l'épreuve visuelle que le travail a été fait de la manière la plus souhaitable possible du point de vue nazi. Et c'est même plus pernicieux que ça. Alors, tu l'as dit, j'ai oublié de l'évoquer, c'est 2 photographes SS qui l'ont fait, mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est que ces photos qui sont montrées dans le monde entier depuis des décennies, les 2 auteurs ne sont jamais mentionnés. Ce qui, à nouveau, en histoire est anormal, vous ne montrez jamais un document en ignorant les auteurs, puisque ça dit des choses. Or, on connaît les auteurs depuis 1963 et le procès de Francfort, ce qui n'est pas un petit procès isolé dans un bled paumé, c'est le premier grand procès organisé en Allemagne sur Auschwitz. Le chef du service photo, Walter, est interrogé en tant que témoin. Il explique autour de ces photos, il explique que les photos ont été prises par lui et Hoffmann. Donc voilà, on sait depuis 1963 que ces photos ont été prises par 2 SS. Alors que vous pouvez regarder des publications, y compris du musée d'Auschwitz, du temps de la période communiste, auteur inconnu, cliché clandestin, enfin il y avait plein d'attributions. Ce qui est absurde quand vous regardez les photos en plus. Mais ce qui vous montre à quel point on s'en fout, littéralement. Et du coup, tout ça, c'est un grand flou qui a constitué en fait, la première étape de notre boulot, c'est de s'interroger sur qu'est-ce que cet objet auquel on est confronté et qui pourtant n'est pas connu à proprement parler. On ignore d'où il vient. Et je me rappelle plus de ce qui était ta question au départ, vu que j'ai digressé. En gros, c'est l'idée d'un album qui montrerait un travail bien fait et donc pernicieux. Et c'est là où un autre élément a découlé, c'était l'analyse des images à proprement parler. Et une des pistes aurait pu être ça. Il y avait plein de pistes qui étaient évoquées. Ça peut être des photos de propagande, puisque ça pourrait être des photos destinées à l'externe, sauf qu'elles n'ont jamais été diffusées par le régime nazi. Donc ce n'est pas cette option-là. C'est des photos qu'il faut réussir à comprendre dans le contexte. Ça a été rappelé, parce qu'il apparaît comme étant le seul à être en mesure de mettre en œuvre cette opération. Toutes ces photos, elles sont destinées à montrer une chose. Regardez comment moi, éventuellement mes hommes, mais moi, je gère ça parfaitement. Et il y a une dimension qui n'apparaît pas dans l'album, qui est une grande question permanente. On ne voit jamais de violence. Ces photos sont ultra violentes, mais on ne voit jamais de violence. Alors quand je dis qu'elles sont ultra violentes, elles ne correspondent pas à la violence qu'on recherche tous ici. On sait que les SS cognent les Juifs, et les photos ne montrent pas ça. Du coup, il n'y a pas de violence. Elles sont violentes par d'autres aspects, mais il n'y a pas de violence. Pourquoi il n'y a pas de violence? On se dit, il veut nier. Mais 44, il n'en a rien à foutre, il faut le formuler comme ça. La guerre n'est pas perdue, et Nuremberg n'existe même pas. Donc ce n'est pas pour nier quoi que ce soit. C'est juste un agent de l'État au service d'une politique publique qui est la solution finale, et comme n'importe quel agent de l'État, quand il s'adresse à ses supérieurs, ce qu'il veut montrer, c'est à quel point il travaille bien. J'ai même pas besoin de les cogner, ils y vont tout seuls. Sachant qu'en plus, Himmler a horreur du sang. Et en plus, il y a cette dimension-là, Himmler n'aime pas voir. C'est lui qui donne les ordres, il a décidé qu'il fallait tuer les Juifs, mais il n'aime pas le sang. Il y a un épisode qui est relativement connu chez les historiens de la Shoah. À Minsk, en août 1941, il assiste à l'exécution de 100 Juifs, il tombe dans les vapes. Pas parce qu'il est triste pour les Juifs, c'est qu'il n'aime pas le sang. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est comme ça. Donc, ce qui connaît par ailleurs Himmler depuis les années 20, parce qu'ils étaient copains agricoles, ils faisaient de l'agriculture ensemble, il connaît. Et puis, de toute façon, il n'a pas besoin d'informer Himmler sur le fait, comment on tue les Juifs. C'est Himmler qui l'a décidé, il est venu en juillet 1942, tout ça, il le connaît. Ce que Heuss veut montrer, c'est, regardez, j'ai des
nuée de convois qui arrivent, des milliers de juifs qui se succèdent, et regardez à quel point on maîtrise les opérations. Vous m'avez rappelé à Auschwitz, parce que personne ne pouvait le faire. Regardez comment je gère bien. Ils y vont tout seuls. Et en fait, l'album, il se décompose en 3 choses, 3 objets du point de vue nazi. Les trains, c'est une succession de trains, les juifs, mais au sens réifié du terme. Et à la fin, ce qui subsiste, c'est les objets qui sont récupérés par le régime nazi. C'est ça la logique qui préside à toute la construction de l'album. Alors, si je l'illustre, les trains et ce qui se passe à la sortie des trains, les juifs, et je pense qu'il doit y avoir une photo des objets. Voilà. Donc on a effectivement tout cela qui est présent. On y reviendra peut-être. Juste sur cette page, si on s'arrête un instant, on voit en regardant cette page de l'album, alors au passage, il y a une photo manquante, peut-être que c'est l'une de celles que Lily Jacob avait donnée, parce qu'elle en a donné aussi à des gens qui s'étaient reconnus, etc. Mais on voit notamment la photo du haut ici, que c'est totalement improbable que ça puisse être des photos clandestines, et que quiconque ait pu penser que c'était une photo clandestine, puisque le photographe, c'est sur le toit du train. Donc là, ça n'aurait aucun sens. Et c'est encore pire, c'est un des directeurs communiste du temps d'Auschwitz qui a écrit un truc à propos des 2 photos que vous voyez en haut. Il explique, lui pour le coup, il n'écrit pas que c'est clandestin, il explique que c'est pris depuis la fenêtre du mirador central qui domine la voie ferrée. Sauf que vous voyez bien, enfin je veux dire, il est impossible, mais ça montre à quel point l'objet photo peut être totalement étranger à des personnes, et il a écrit ça, ce qui montre à quel point une image, ça peut être complexe à comprendre. C'est surtout ça. Alors ça peut être complexe à comprendre aussi quand on a affaire à un album où il y a 197 photos qui se présentent comme une série, qui aurait lieu en un jour, et l'opération close sur elle-même. Or, ce que vous avez montré en travaillant avec Stefan Handler et Christoph Krösmüller, c'est que, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est effectivement cette opération énorme concernant les Juifs de Hongrie, mais pas en un seul jour. Mais pour ça, il a fallu séparer les photos, entre guillemets, j'ai envie de dire, les enlever, les décoller de leur fond, les réorganiser pour comprendre la logique interne de l'album qui nous montre quelque chose qui ne s'est pas passé comme l'album le montre. Et qui est un point fondamental et qui, en fait, est vraiment bête comme chou. Que si on pose froidement la question à chacun d'entre vous ici, comment est-ce qu'on fait un album, tout le monde va dire, on sélectionne des photos, puis on les agence dans l'ordre qu'on veut, et éventuellement on met des légendes. Donc les légendes, il n'y en a quasiment pas, il y a juste des têtes de chapitres qui disent pas grand-chose. Et la question de l'agencement et de la sélection des photos a totalement été passée à la trappe, alors pour une raison qui est très simple, la photo est un impensé. Par ailleurs, la photo est quelque chose de tellement puissant, et pas parce que c'est Auschwitz, Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. La photo est quelque chose qui nous saisit quoi qu'il arrive. Les historiens de Yad Vashem, mais comme tous les autres ensuite, et je m'inclus dedans puisque c'est pas moi qui ai compris, Lily Jacob s'est reconnue sur des photos, elle a reconnu des membres de sa famille sur ces photos. Les 197 photos ont toutes été prises le même jour. Le jour de l'arrivée du train de déportation train Lily Jacob. Ce qui est absurde. 197 photos, même si elle est sur une... Enfin, elle et sa famille sont sur une demi-douzaine de photos, si on les 191, on n'a pas la moindre idée de quand elles ont été prises. Et justement, ce que Christoph Kreutzmüller a compris, parce que il réfléchit contrairement à moi, c'est qu'il a vu qu'il y avait des ombres qui ne correspondaient pas en termes d'heures. Et qu'il a vu qu'il y a certains endroits, alors là on ne va pas vous le montrer, mais il y a toute une expo pour vous le montrer, où il y a de la pluie, de la boue, alors que le terrain est sec sur des scènes qui sont identiques. C'est-à-dire un convoi qui arrive, le terrain est sec, un convoi qui arrive, le terrain est mouillé. Ça ne peut pas coller. Donc en permanence, et vous pouvez le voir sur cette photo en bas, tiens, pour le coup, vous pouvez voir que... Non, de l'autre côté. Merci André. Vous pouvez voir que le sol est détrempé. Alors que sur d'autres photos, vous pouvez voir que le sol, au contraire, est ultra aride. Donc tout ça, c'est des éléments qui figurent de partout et qui disent que ces photos n'ont pas été prises le même jour. Et ce qui a été la grande leçon in fine du boulot qu'on a fait, c'est qu'il faut apprendre à lire les images pour ce qu'elles nous disent, et pas juste parce qu'on nous a dit ces photos ont toutes été prises le même jour, ok. Et du coup, donc, la première question, c'était de savoir pourquoi cet album a été fait. La deuxième question, c'était de savoir comment il a été fait, c'est-à-dire comment il a été constitué. Il a fallu déconstruire l'album, image par image, et ensuite essayer de les reconnecter les unes aux autres en s'appuyant sur des éléments. Mais une fois que ça c'est dit, c'est quels éléments? Et pareil, vu qu'on n'apprend pas à analyser les images, il faut savoir sur quels éléments s'appuyer qui sont fiables. Et du coup, vu que maintenant ça fait quand même 10 ans, puisqu'on a commencé en 2015,
Et que quand on le fait, par exemple, en classe ou dans des formations pour des profs ou pour des étudiants, les gens ne savent pas, comme moi au départ, je ne savais pas, ils s'appuient sur des trucs qui ne peuvent pas fonctionner. Par exemple, ils regardent les mouvements des SS. Sauf que les mouvements des SS, on ne les connaît pas. Ou les mouvements des prisonniers en tenue rayée, on ne les connaît pas. Le seul mouvement sur lequel on peut s'appuyer, c'est la colonne de femmes qui est en train d'avancer, qui subit la sélection et qui permet de savoir qu'une photo a été prise avant la, etc., etc. Il faut combiner tout un ensemble de choses qui vont du mouvement du photographe au positionnement des personnes, au mouvement dont on est sûr, etc., etc. En fait, c'est très facile, mais il faut savoir ce qu'il faut chercher. Et ça, par contre, ça prend beaucoup de temps. Si on s'attarde un instant sur cette photo-là, qui a beaucoup de significations et beaucoup de choses qu'on peut relever. Alors, on a fait l'exercice ensemble dans une petite vidéo et dans un entretien, donc on ne va pas le faire trop longuement, mais malgré tout, elle est intéressante, il me semble, pour plein de raisons, notamment parce qu'elle montre une opération qui a été centrale à Auschwitz, qu'on appelle la sélection, les Juifs assassinés immédiatement, et puis les Juifs considérés comme aptes pour le travail, et puis les gens qui participent à cette sélection. Elle est intéressante, mais il ne faut pas tomber dans un des risques pédagogiques, mémoriels, qui serait de dire la sélection, c'était ça. Parce que c'est une photo prise à l'été 1944 de ce qui s'est passé avec ce qu'on voit là. Mais en fait, ça s'est passé à d'autres moments, à d'autres endroits. Cette rampe-là n'existait pas quelques mois avant. Autrement dit, ça reste un document qui, même s'il montre une chose qui a eu une importance fondamentale à Auschwitz, ça reste un document qui illustre une situation. Et de cette situation, on ne peut pas faire, entre guillemets, une icône. Absolument, et à plus forte raison, ce sont les seules photos de sélection qu'on a. Alors que les sélections ont commencé à l'été 42, que cette gare, que les SS appellent la rampe, fonctionne à partir du 15 mai 44, et tout le monde entier se représente la sélection à Auschwitz à partir d'un lieu qui n'existe qu'à partir du 15 mai 44, dans des conditions qui ne prévalent qu'à partir de mai 44, avec en plus un autre élément qu'on voit mais qu'on ne comprend pas, il fait jour. L'immense majorité des convois sont arrivés de nuit. Et ils sont arrivés sur une autre rampe appelée le quai aux Juifs, qui se trouve à l'extérieur de Birkenau, à mi-chemin entre Auschwitz et Birkenau. Ce qui est intéressant, c'est que les dessins du déporté inconnu, dont André vous a montré un exemple, il y a un strip qui montre la sélection sur la Judenrampe, qui est totalement inexploité, sauf par le musée d'Auschwitz. Il y a des rescapés qui ont dessiné, notamment un qui s'appelle Alfred Cantor, qui a dessiné son arrivée sur la Judenrampe de nuit. Donc lui, il monte de nuit. Si vous lisez Primo Levi, enfin on peut tous les faire, Imre Kertész, Simone Weil, ils disent tous qu'ils sont arrivés de nuit. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais c'est du pointillisme et tout. Non, c'est pas juste du pointillisme, et puis on peut. C'est que ce que nous, on voit, l'immense majorité des Juifs qui ont débarqué à Auschwitz ne l'ont jamais vu. Parce qu'ils sont arrivés de nuit, ils ont été envoyés vers les chambres à gaz. Ils n'ont pas vu où ils étaient. Ils n'ont pas traversé le site. Primo Levi, qui arrive avant la construction de cette rampe, il descend sur la Judenrampe, il est embarqué dans un camion, il est envoyé à Monowitz. Il n'a jamais vu Birkenau. Il arrivait de nuit. Birkenau, c'est très loin. Donc voilà, ça vous montre juste que, à cause de ces photos, on se représente quelque chose que l'immense majorité des victimes n'a pas connu et n'a même pas vu. Et ça change beaucoup de choses dans le rapport à la compréhension du site. Pour ces victimes-là, sur cette photo, évidemment, c'est le moment qui décide de la vie et de la mort en très grande partie. Avec, on le voit, il n'y a pas énormément de gens qui sont là. Il n'y a pas énormément de SS. Mais il y a quand même, peut-être dire un mot des différents rôles des gens qui sont là, parce que cette photo, elle a quand même si on l'a dit, c'est l'exception plutôt que la règle, ça a quand même une valeur documentaire pour ce moment-là très forte. Alors, c'est une valeur documentaire très forte, mais à nouveau, ça montre à quel point on ne comprend pas ce qu'on voit. Et pas au sens où on est stupide, mais ça montre une chose. C'est que pour comprendre des images, il faut avoir tout un ensemble documentaire, scientifique, au sens premier du terme, et que pour comprendre une image, si vous ne connaissez pas les sources, les archives, vous ne pouvez pas les comprendre. Je vous donne un seul exemple, je pense que c'est celui-là que tu as en tête, c'est qu'on voit une demi-douzaine de SS qui pour nous sont indistincts, totalement indistincts, et je m'inclus là-dedans. Donc je vous ai parlé de Christoph Kreutzmüller, et l'autre Allemand qui s'appelle Stefan Orgler est le grand spécialiste en Allemagne de la SS des camps. C'est sa spécialité, et lui, il a pu nous expliquer le rôle de chaque
chacun des 6 SS sur la photo. Donc celui qui est juste derrière moi, bon, on n'avait pas besoin de Stéphane pour le comprendre, c'est un agent de la circulation. Il est en train de lever le bras, pas parce qu'il est en train, enfin la grande tradition du bras droit levé de Elon, enfin, mais il est en train de lever le bras pour faire signe à un camion de passer, parce qu'il y a un camion qui attend. Donc c'est un agent de la circulation, il ne gère pas du tout la sélection. Celui qui est à côté de lui, qui est juste derrière André, c'est un des commandants adjoints du camp d'Auschwitz, et par ailleurs, sa présence nous informe d'une chose, il n'est pas censé être là, il ne participe pas à la sélection, mais le règlement du camp dit que tous les vendredis, ce type doit être à la gare. Donc ouais, ça nous permet de savoir que la photo a été prise un vendredi. Et par d'autres éléments combinés, on sait que c'est un des 2 derniers vendredis du mois de mai 1944. Mais vous voyez le niveau de savoir qu'il faut disposer, donc un mec en Allemagne. Et ensuite, il y a ceux qui font la sélection, et ils sont 4, donc 2 au-dessus, enfin un là, un au-dessus de mon doigt, et 2 qui sont derrière André. Vous les voyez? Celui qui est juste derrière le prisonnier, la tenue rayée, c'est le seul qui fait la sélection. C'est un médecin, et c'est le seul qui décide de qui va vivre ou mourir. Et là aussi, il y a plein de trucs intéressants que je vais résumer, et là, d'expérience. Les 3 autres à côté sont des infirmiers de la SS, alors que lui est médecin. Et donc, quand je pose la question aux gens, ils me disent les infirmiers sont là pour épauler le médecin, le conseiller. Non, c'est un médecin, c'est le chef. Le médecin. Les autres, ils ont fait des études nulles. Lui, il a fait médecine. C'est lui qui et en plus, c'est un SS. C'est lui qui décide. Mais justement, la présence des 3 infirmiers, ça n'a rien à voir avec le médical. C'est ça qui est génial, ça a à voir avec la SS. Leur rôle, c'est d'être 3 gardes du corps. Ils sont là pour protéger le médecin. Mais maintenant, si on dézoome, est-ce que tu peux dézoomer la photo, s'il te plaît, André? Si on dézoome la photo, elle a un tout autre sens. Vous avez des colonnes de juifs ordonnées, tranquilles, qui, comme des moutons à l'abattoir, pour reprendre la grande phrase qui a prévalu pendant des décennies, c'est ce que dit la photo. Et pourtant, il y a besoin de 3 gardes du corps. Ce qui montre une chose, contrairement à ce que la photo dit, les SS craignent les réactions des juifs, et on sait par des documents, des rapports des SS eux-mêmes, et des témoignages que régulièrement des juifs ou des juives se révoltent, y compris, il y a plusieurs cas, notamment un d'une femme juive qui a réussi à prendre un revolver d'un SS, à en abattre 3, enfin en tuer un et en blesser 2 autres. Donc il y a des gardes du corps dans cette photo qui dit pourtant, en même temps, on maîtrise les opérations et ils se laissent faire. Non, mais voilà, il faut être ultra spécialiste de la SS pour comprendre que cette photo comporte des éléments qui contredisent l'image elle-même. Donc, ce qui vous montre à quel point c'est compliqué de comprendre une image. Peut-être une des dernières questions porte sur la question de la violence et sa représentation, puisque, tu l'as dit au départ, c'est un album qui ne semble pas comporter de scènes de violence explicites, même si, en sachant de quoi il s'agit, on sait que énormément des gens qu'on voit sont des gens qui vont être assassinés dans les quelques instants qui suivent la prise de vue. Mais ça semble se passer sans violence apparente, et c'est partie du message que se veut donner. Mais il y a quand même des éléments qui renvoient à de la violence, et je pense notamment à cette photo, qui a été choisie très à dessein par les gens qui ont composé l'album, où il y a de l'antisémitisme, mais il y a aussi même de la violence physique. Mais là encore, il faut le décrypter. Il faut le décrypter, et pareil, ça montre... Alors, selon les publics, et c'est là aussi, les images ne sont pas comprises de la même façon. Et c'est là où il y a aussi ce qui montre le degré de de connaissance au sens intellectuel du terme, qui exige la compréhension des images. Donc vous pouvez voir que ce sont des juifs religieux. Sans faire injure à qui que ce soit ici, ce que vous ne voyez pas ou ne comprenez pas, c'est que vous êtes face à une photo d'humiliation. Ce sont des juifs religieux qui n'ont aucun couvre-chef. Ce sont des photos d'humiliation. Quand on a montré ces photos à Jérusalem, tout de suite, les juifs religieux qui étaient dans la salle ont compris qu'ils étaient face à des photos d'humiliation. Nous, on ne le comprend pas parce que... Oui, en tout cas, dans une salle de classe ordinaire, où on montrerait des photos dans un cours, c'est pas quelque chose qui serait lisible immédiatement. C'est pas lisible. En plus, il faut reconstituer la série pour voir qu'ils ont des chapeaux avant sur le début de la série, et que la série a vraiment été constituée, la scène a été photographiée pour humilier ces personnes. On les photographie d'abord avec des chapeaux, ensuite sans chapeau. L'humiliation, elle est marquée dans la photo elle-même. Et en plus, si on continue à décrypter cette image, vous pouvez voir qu'ils sont assis sur un banc, et que la séance photographique, puisque c'est une séance, elle a été organisée comme une photo de classe.
parce que Hoffman, qui a fait ces photos, est un ancien instit, c'est pas un photographe professionnel. Ce jour-là, il a dû recevoir une instruction de Heuss ou de Walter qui disait en gros, tu photographies des rabbins. Et comment il a organisé ça? Il n'est pas photographe pro, il a reproduit ce qu'il a vu faire dans l'exercice de sa fonction de son métier précédent, instit. Il a organisé ça comme une photo de classe. Et en plus derrière, tu veux que j'aille là-dessus ou pas? Bon, donc vous irez voir dans l'expo qui sont les individus que vous voyez derrière le wagon qui ne sont pas des prisonniers d'Auschwitz. C'est dans l'expo, vous ne saurez jamais si vous n'y allez pas. Alors justement, pour terminer là-dessus et sur cette idée de l'expo... Est-ce que tu peux remettre la photo du ghetto de Varsovie? Bien sûr. Et juste un truc. De Stroop? Ouais, de Stroop. Ce qui est intéressant, quand je vous dis qu'on ne sait pas lire les images, c'est... Alors on l'a montré, c'est dans l'expo, mais c'est dans le livre. On a montré qu'il y avait énormément de femmes et d'enfants qui défiaient les photographes en leur tirant la langue. Si vous regardez cette photo, derrière le gamin que tout le monde connaît, qui est terrorisé, qui lève la main, il y a une gamine qui est terrorisée, mais qui ne lève pas du tout la main, elle est en train de tirer la langue. Ça fait 80 ans qu'elle est sous notre nez, mais le gamin, enfin l'enfant du ghetto correspond à l'idée qu'on se fait de la victime. La gamine qui est derrière, qui est dans le même état de terreur, elle ne correspond absolument pas à nos représentations, personne ne la voit jamais. Pourtant, son geste dit beaucoup plus en termes... Tu la vois ou pas? Ouais. Donc, et pareil, elle est là, enfin je veux dire, mais on ne la voit pas. Ce qui vous montre à quel point les images, elles sont riches. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des femmes et des enfants qui tiraient la langue à Auschwitz. Quand j'ai vu cette photo, sans rien chercher de particulier, j'ai vu une gamine qui tirait la langue, que, en gros, alors peut-être que quelqu'un au Nicaragua l'a vu il y a 50 ans, mais il ne l'a jamais écrit. Et voilà. Mais ce qui montre à quel point on projette dans les images ce que nous, on veut. On s'identifie à l'enfant du ghetto, qui a été ultra utilisé, voilà. On s'identifie à ça et on ne voit pas le reste. Alors justement, pour terminer, comme on sait qu'il y a ces mécanismes-là, est-ce que l'historien qui a fait un livre, qui a participé à monter l'expo, est-ce qu'il a, disons, le plaisir d'avoir fait ce travail et peut-être un peu la crainte que même l'expo soit pas bien vue, pas bien comprise? Voilà, ça fait quoi de faire une expo à partir de ce matériau à l'historien qui a travaillé dessus pendant 10 ans maintenant? Non, j'essaie de produire une réponse intelligente, ce qui n'est pas gagné, mais j'en sais rien. Parce que, en plus, toi, tu le sais aussi, puisque tu as livré des livres, mais livrer un livre ou livrer une expo, une fois qu'on a, au sens premier, livré l'objet, on n'en est plus propriétaire. Et on ne peut pas décider de la réception. Le livre, on a fait du mieux qu'on pouvait. L'expo, on a fait du mieux qu'on pouvait. Et maintenant, ça ne m'appartient plus. Et je suis responsable de tout ce qui ne va pas et de tout ce qui va, évidemment. Mais la manière dont c'est compris, entendu, interprété, j'ai fait du mieux possible pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Mais au-delà de ça, on n'en sait rien. Et on se retrouve toujours dans le même état de questionnement par rapport à la livraison d'un truc. Alors, si on a une très haute estime de soi, on va dire « j'ai fait un truc génial ». Sauf que voilà, je vais vous dire, j'ai fait un truc génial, mais mon avis, il n'a aucune valeur. Non, mais il faut être clair, mon avis n'a aucune valeur sur la réception du travail que j'ai réalisé. Moi, le seul truc que j'ai pu faire, c'est de le faire au mieux. Donc on compte sur vous. Merci beaucoup, Tal Drutman. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Vous m'entendez? Oui, Tal. Le travail que tu as fait, et qui est évidemment remarquable pour tous ceux qui ont lu le livre, renvoie également à cet ouvrage de Wendy Love qui s'appelle Le Ravin, que évidemment tu connais parfaitement. J'aurais juste voulu avoir ton avis sur ce travail de micro-histoire qui a consisté à raconter un événement majeur à travers une photo et une enquête qui a eu lieu sur une photo, qui est un travail assez monumental et assez respectable. Et je voulais juste avoir de tes réflexions là-dessus. Alors, son travail, il est intéressant, il s'inscrit dans... Alors déjà, bon, notre boulot, là aussi, il faut savoir rester modeste. Il est intervenu à un moment où il y a toute une génération d'historiens, de gens d'à peu près du même âge, des quarantenaires, qui sont interrogés sur notre rapport à l'image. Et pas que sur la Shoah. Wendy Lower, c'est sur la Shoah, mais il y a Daniel Folliard sur les photos coloniales, par exemple,
Et pour citer un exemple français, mais il y a plein de gens qui sont, depuis une demi-douzaine d'années, qui ont commencé à travailler sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment un questionnement de génération. Même si on a commencé très tôt, nous, on ne s'est pas dit... Mais ça montre qu'il y a une sorte... Dans chaque génération, il y a un truc qui traîne, qui fait qu'on s'intéresse plus ou moins à un sujet. André, qui a fait sa thèse sur la Première Guerre mondiale, fait partie d'une génération qui s'est interrogée aussi sur des sujets spécifiques, etc., etc. Wendy Lower, j'ai un problème, c'est que le bouquin... Enfin, elle passe son temps à parler d'elle dans le bouquin. Tu l'as lu, toi? Non. Enfin, je ne sais pas, toi, ce que tu en penses, mais elle parle beaucoup d'elle. Elle explique à quel point c'est dur de travailler, à quel point ça prend du temps de travailler. Je pense que toutes et tous ici, qui n'êtes pas historiennes ou historiens, vous avez des métiers qui prennent du temps, qui sont compliqués, etc., etc. Et vous n'écrivez pas de livre pour dire que c'est compliqué ce que vous faites. Donc, écrire un bouquin juste pour dire que j'ai fait du travail, et il y a beaucoup de ça dans ce... Enfin, je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, toi, mais... Et en plus, vu que je la connais, ça me fatigue. Voilà, c'est tout. Je lui ai donné crédit d'avoir fait une enquête sur un cliché. Elle a retrouvé énormément de détails comme ceux que tu décris, et ce qui permet de décrire une extermination par balle à partir d'un cliché. J'ai pas dit que son travail était sans intérêt. J'ai juste dit qu'elle me fatiguait. Oui, je comprends. Ouais. Mais écrire un livre où on se met en scène, c'est un truc qui se fait en histoire. Moi, ça me laisse assez froid. Voilà. Après, il y a des gens, et que ça ne gêne pas et qui réussissent à passer au travers de cette mise en scène-là. Toi, qui as vu ça, justement, l'exploitation d'un document sur l'assassinat des Juifs. Moi, j'ai vu quelqu'un qui explique à quel point elle travaille. Ceci dit, pour quand même, si je me permets de prolonger un instant ce que dit Tal, je pense que ça soulève quand même des enjeux très importants sur comment on écrit l'histoire et sur qu'est-ce qu'on fait de cette histoire qu'on écrit. Est-ce qu'on le fait pour se mettre en scène ou est-ce qu'on le fait pour faire de la science? Est-ce qu'on le fait pour jouer sur des modes, du kitsch, de la nostalgie? Il y a toute une série de livres à l'eau de rose qui sont parus dans les 4-5 dernières années sur l'amoureuse d'Auschwitz et la femme du coiffeur et ceci et cela. Enfin voilà, vous voyez comme moi les couvertures avec du bleu pastel, la tenue rayée en bleu pastel. C'est des choses personnellement que je trouve insupportables. Et donc ça pose quand même la question de quelle distance on a avec l'objet et qu'est-ce qu'on fait quand on travaille sur ces sujets, parce qu'on sait que c'est des sujets qui sont scientifiquement et au plan mémoriel très importants, mais on sait aussi que c'est des sujets qui passionnent, qui fascinent et pour lesquels il y a un public et un marché. Et donc ça permet de faire le lien avec cette idée qu'il n'y a pas de droit sur l'album de Lily Jacob. C'est aussi parce qu'il y a une certaine éthique de la connaissance et qui n'est pas absolument partagée, on va dire, y compris dans notre métier. Bonjour, merci pour ce travail, ça a l'air passionnant. J'ai hâte de voir l'exposition. J'avais une question. La photo prise à Lviv sur le pogrom m'a pas mal interpellé parce que, en fait, c'est un kidam qui a pris cette photo-là. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris ces photos-là, ces gens-là? C'est une très bonne question. Il va falloir attendre qu'un historien bosse dessus. Non, je ne vais pas vous balancer une réponse sur ces photos. Je les connais, je les ai analysées pour ce qu'elles nous montrent. Je ne sais pas du tout qui a pris cette photo. Donc, je ne vais pas vous balancer une explication qui serait fausse. Je subodore, vu comment la série est prise, que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il assiste à un moment particulier. Et vu qu'il ne s'expose pas trop, parce que vous voyez qu'il est sur son balcon, voilà, je pense, mon avis, qui ne vaut pas plus que celui du Café du Commerce, c'est quelqu'un qui veut documenter un moment d'une extrême violence à laquelle il n'adhère pas forcément. Mais je le dis d'une façon totalement au doigt mouillé. Voilà. Et ça n'a... oubliez ma réponse. Oui, pardon, vous parliez de 63, Francfort. À partir de quel moment, en fait, tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire le travail sur les photos, etc., a été pris en compte à la fois au musée d'Auschwitz et dans les manuels pédagogiques? Le travail que nous, on a fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on a commencé à travailler là-dessus, et je ne le dis pas justement pour... me plaindre. Quand on a commencé à travailler là-dessus, la plupart des gens nous ont demandé quel est l'intérêt. Quand je dis la plupart des gens, c'est les historiens. Quand je suis allé voir Serge Klarsfeld, qui est le découvreur, entre guillemets, de Lily Jacob, le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il m'a filé tous les négatifs des clichés qu'il avait fait en 79 à Miami, qu'il avait trouvé. Il m'a tout de suite donné le truc, il a tout de suite compris qu'il y avait un intérêt.
quand j'en ai parlé au directeur du musée d'Auschwitz, il nous a dit vous venez une semaine, vous faites les recherches, vous nous expliquez et tout. Donc il y a des gens qui ont tout de suite vu l'intérêt. Yad Vashem, à ce jour, n'a rien changé de ce qu'il raconte depuis 40 ans. Donc, le musée d'Auschwitz a intégré totalement nos apports. Ils les ont validés, voilà. Mais Yad Vashem, quand on avait sorti un premier article en Allemagne au bout d'1 an et demi de travail pour donner les premières, pour montrer un certain nombre de découvertes. Et c'est le moment où Yad Vashem a dit on va faire une commission d'historiens qui va révolutionner la compréhension de l'album. Enfin, c'était annoncé à la télé aux États-Unis. Ils n'ont jamais rien trouvé. Notre bouquin est sorti. Ils le savent, mais ils n'ont rien changé à leur, comme on dit aujourd'hui, au narratif. C'est les photos qui montrent l'arrivée du convoi de Lily Jacob. Donc ça vous montre juste une question d'attitude différente, où le musée qui est le plus directement concerné, en l'occurrence Auschwitz, a intégré. Serge Klarsfeld a tout de suite compris qu'il y avait de l'intérêt, et plein d'autres historiens après. Je ne suis pas en train de me plaindre ou quoi que ce soit, mais pour répondre à votre question, c'est ultra variable. Il y en a qui n'ont rien compris à notre boulot, ça va répondre à votre question. L'année dernière, au sujet du brevet, il y a une photo de l'album qui est tombée, et a été légendée, Brutmann, Hurdler, Kreutzmüller. À ma connaissance, aucun de nous trois n'étions à la SS à Auschwitz, mais ce qui montre la stupidité des concepteurs du brevet, et j'insiste sur la stupidité, ils ont vu qu'il y avait un bouquin qui avait eu du succès, puisqu'on a eu du succès, tant mieux pour notre ego. Ils ne l'ont pas ouvert, ils ont juste pris la photo, une photo qui vient de l'album, et ils nous ont collé comme auteur de la photo. Donc eux n'ont pas compris ce qu'on a essayé d'expliquer dans le bouquin. Je crois qu'il n'y a pas de droit de réponse au sujet du brevet. Sinon, il y aurait beaucoup d'élèves qui essaieraient de répondre en disant « je n'étais pas content du sujet ». Mais peut-être juste pour compléter, parce que la question pédagogique est importante, mais en fait, maintenant, on peut quand même le dire, beaucoup de collègues s'émancipent du cadre du manuel. Le manuel, c'est bien quand il est bien fait. Et même quand le manuel n'est pas bien fait, ou qu'il n'est pas complet, ou que la légende est fausse, etc., en fait, TAL fait notamment des formations, y compris ici, pour les enseignants. Il ne ménage pas ses efforts pour diffuser les résultats des connaissances. Et du coup, il y a quand même pas mal de collègues qui peuvent s'emparer de ça, y compris quand ce n'est pas stricto sensu dans le manuel, parce que les photos sont accessibles, beaucoup d'entre elles en ligne, il y a des formations, il y a des conférences, enfin voilà. Donc c'est quelque chose quand même qui circule. On a des collègues dans la salle, dont je sais qui s'en emparent bien. Voilà. Donc là, c'est le contre-exemple de quelqu'un qui n'a pas fait vraiment le job, mais il y a heureusement des gens qui le font très bien et qui le feront, je dirais, de mieux en mieux. Voilà. Monsieur Tal Brutmann, je vous remercie pour votre travail scientifique réalisé qui vous venez d'expliquer la différence avec d'autres. Et ma question est très simple. Donc, j'ai vu l'exposition. Et à un moment donné, donc, sous l'album même, il dit qu'il y en a eu au moins 15. Je n'ai pas compris une phrase que vous avez donnée à un moment donné. C'est pas des 15 copies. Donc, c'est le même. On ne sait pas. Ah oui. Il y a 15 exemplaires de l'album qui ont été faits, mais je ne peux pas vous dire s'ils sont tous identiques, parce qu'on ne les a pas. D'accord. Donc, on n'a aucune idée. Et comment on sait qu'il y en a eu 15 ? Parce que Wilhelm Brasseux, qui est un prisonnier rescapé qui était au labo photo, l'a dit. Il a travaillé sur l'album. C'est tout ce qu'on connaît. D'accord. Merci. On ne peut pas savoir plus. Et juste, le rapport Stroop, dont on a 2 exemplaires, les 2 exemplaires sont légèrement différents. Il y a des photos qui ne sont pas dans un... Enfin, voilà, et vice-versa. Et juste pour compléter, c'est pas du tout anormal que sur 15, il en reste qu'un, parce qu'en fait, c'est un ordre de grandeur qu'on trouve pour pas mal de documents. Un document très célèbre, c'est le compte-rendu de la conférence de Wannsee, qui a été retrouvé par des magistrats états-uniens qui cherchaient au moment du procès de Nuremberg. Ils ont trouvé un exemplaire, et il y en avait de mémoire 30 qui avaient été faits, des minutes de la conférence. Donc voilà, l'idée qu'il n'y en a qu'un qui reste, alors qu'il y en avait une masse au départ, en fait, c'est entre guillemets classique pour ce type de document. On a évoqué tout à l'heure brièvement la querelle, on va dire, conceptuelle entre Claude Lanzmann et Délise Huberman. Et cette phrase de Claude Lanzmann qui avait dit que s'il avait trouvé un film qui se passait à l'intérieur des chambres à gaz, il l'aurait détruit. Et je voulais savoir, sans vouloir flatter ton ego, mais compte tenu du travail que tu as fait, qu'est-ce que tu penses de cette phrase et qu'est-ce que toi-même tu aurais fait dans ce cas ?
Alors, il y a un truc intéressant avec Claude Lanzmann, c'est qu'avant de dire ça, il a dit beaucoup, sur les images, il a dit beaucoup de choses très intéressantes et qui sont. Là c'est un truc caricatural ce qu'il a dit. Pas toi qui le caricature, c'est lui qui s'est auto-caricaturé. Il a dit beaucoup de choses très importantes sur les photos de la Shoah et qui méritent d'être relues et prises en compte. Par contre, dans cette histoire-là, il a totalement tort par rapport aux attaques sur Didier Huberman. Et de mon point de vue, ce qu'il a dit, c'est. Là en plus, c'est dans une querelle aussi avec Godard. Puisque Godard avait. Pour que vous compreniez, il y a un témoin qui dit qu'il y aurait eu un film fait d'un gazage. Et Godard avait dit, je vais le trouver en 1 an, ce film. Ça fait 30 ans, Godard est mort il y a 3 ans, il n'a toujours pas trouvé le film, et je pense qu'il ne le trouvera jamais. Mais Lanzmann avait répondu à ça, s'il y avait un film comme ça, je le détruirais. Je pense qu'il l'a dit d'une manière provoque, et qu'il s'est caricaturé en l'assumant. Je suis même pas sûr qu'il l'aurait vraiment détruit, mais c'est une manière de dire qu'on n'a pas besoin de ce film pour connaître l'événement. Sans quoi il a raison. Après, hypothétiquement, si je trouvais ce film, est-ce que je le détruirais? Absolument pas. Mais ce qui est en plus intéressant, et on est en train de préparer avec Julie Mac un colloque pour le mémorial de la Shoah ici consacré aux équipes de juifs qui sont contraints, comme le Sonderkommando à Auschwitz, mais comme d'autres qui ont d'autres noms à travers l'Europe, de gérer les corps. Et donc, dans ce cadre-là, on aimerait essayer d'aborder, on ne sait pas si on va y arriver. Il y a un truc qui est intéressant par rapport à cette question-là, c'est qu'il y a un film qui montre un gazage. Il existe, il est connu depuis 1947. Voilà, personne ne le connaît. Il montre qu'on n'a pas de nécessité à voir ça. Alors, le film ne montre pas des gens en train... Enfin, il montre un gazage. C'est une réalité. Je ne sais même pas si Claude Lanzmann l'a vu. Ça dure 30 secondes. Il est disponible sur YouTube, donc c'est pour vous dire à quel point il n'y a pas besoin d'être chercheur, d'aller dans un centre de recherche. La masse documentaire sur la Shoah est telle que des documents, il y en a une profusion. André l'a rappelé tout à l'heure, mais des images de la Shoah, littéralement, il y en a des centaines de milliers qui ne sont pas comprises comme étant des images de la Shoah. Les images de la rafle de Marseille, personne ne se dit c'est la Shoah. Même si on dit ils arrêtent des juifs, bon, mais on n'interprète pas ça comme des images sur la Shoah. Il y a un grand projet qui est en cours en Allemagne, qui a commencé sur l'Allemagne et qui va s'étendre à l'Europe, qui s'appelle Last Scene, en gros dernière vue, qui montre toutes les photos de départ en déportation justement, et dont tout l'objet est de montrer à quel point ces photos-là font partie de l'histoire de la destruction, au même titre que celle de l'album d'Auschwitz. Ça aussi, ça montre la perception qu'on a par rapport à toutes ces questions-là. Et donc le débat Lanzmanno-Godaro Didier Huberman, il est totalement abscon, il est très franco-français par ailleurs, même si Godard était réfugié politique suisse, mais et si vous allez aux États-Unis ou en Allemagne, c'est des questions sur le rapport aux images qui ne se posent pas du tout. Vraiment, et sur la représentation au cinéma aussi, et là pour le coup il y a d'autres personnes mieux placées que moi qui pourront en parler, mais c'est des questions en France qui sont posées, qui ne se posent pas à l'étranger. Et pareil sur la représentation du gazage, et je vais finir là-dessus, il y a des films, des séries américaines qui au début des années 80 représentaient des gazages. Au moment où justement il y avait tous les débats en France autour de la représentation, est-ce que c'est représentable ou pas représentable, etc. Aux États-Unis, ils l'ont représenté. Et pas d'aujourd'hui, pas de manière transgressive, mais parce que ça s'inscrivait dans une logique qui ne leur posait pas de problème. Donc ta question, elle est hyper importante, sauf que c'est un truc, pas toi, mais c'est un truc d'arrière-garde. Aujourd'hui, l'état de l'historiographie, de mon point de vue, il n'est plus du tout sur ces questions-là. De mon point de vue, mais après... Donc en 1947, Lily Jacob autorise le musée juif de Prague à faire des copies. Alors, 2 petites questions. Est-ce qu'à l'époque, l'album de Lily Jacob est encore complet, c'est-à-dire avec les 197 photos? Et est-ce que le musée juif de Prague sélectionne certaines photos ou copie l'intégralité donc du corpus à l'époque? Alors, c'est une excellente question dont je vais me sortir en 2 temps. La première, mais qui représente aussi la réalité de la manière dont on a travaillé. Chacun d'entre nous a couvert un certain nombre d'aspects. Le musée juif de Prague, Christoph Kreutzmüller, qui devrait être là dans, je ne sais plus la date où on doit faire un truc ici, 14 mai. Vous pouvez lui poser la question. C'est parce que moi, je suis allé dépouiller à Washington et à Yad Vashem. Et
Christophe a été dépouillé au Bundesarchiv et à Prague notamment. Donc ça, c'est un truc que je n'ai pas couvert et qui est hyper important. Ensuite, pour répondre à la question sur les 197 photos, et là aussi, ça montre à quel point cet album a été aussi envisagé par des historiens. Klarsfeld découvre l'album en 1980. Lily Jacob, je n'ai plus les chiffres en tête, a donné 17 images, ou 18, je ne sais plus exactement. Dans la première version publiée par Serge, il manque ces images. Et Serge, qui n'aime pas ça, va commencer à traquer les images manquantes. Il va en trouver. Et puis, il se rend compte, justement, il se dit Prague. Il va à Prague, il trouve plein d'images manquantes, sauf qu'à ce jour, il en manque 6. Donc, pour répondre à votre question, il y en avait au moins 6 qui devaient être manquantes quand Prague a copié. Mais je n'ai pas vérifié parce que ça n'a pas été le truc que moi j'ai cherché sur ce boulot-là. Mais a priori, ça serait ça. Oui, bonsoir. J'ai une question à vous poser concernant l'intention. Vous l'avez pointé tout à l'heure dans votre propos. Derrière un reportage photographique, quel qu'il soit, il y a toujours, comme dans les agences photo, une commande avec une dotation. Vous avez tant d'appareils photo, vous avez tant de pellicules, vous avez tel budget. Donc, est-ce que, c'est le premier élément de la question, est-ce qu'on a retrouvé quelque part des traces, des archives qui montrent qu'il y avait une commande très précise vis-à-vis de ces deux photographes qui ont fait ces reportages et qui ont été mis en scène dans cet album. Et deuxièmement, la question qu'on peut se poser aussi, on a toujours dit que les nazis ont cherché à effacer les traces de leurs crimes. Or là, ils produisent en masse, d'une certaine manière, des photos qui vont à l'encontre de cette idée. Alors, pour vous répondre, et c'est hyper important, mais c'est pas parce qu'on a toujours dit que c'est vrai. Et pour l'expliquer autrement, enfin de mon point de vue, mais je peux le démontrer, je vais le démontrer, les nazis n'ont jamais cherché à effacer les traces. Quand ils démantèlent Belzec au début de l'année 1943, ils ne démantèlent pas Belzec parce qu'ils veulent effacer des traces, ils démantèlent Belzec parce que la région qui devait être traitée, c'est-à-dire les Juifs de la région qui étaient confiés à Belzec, n'existait plus. Quand Treblinka est démantelé fin 1943, les Juifs de la région de Varsovie n'existent plus. Ces instruments d'assassinat, ce sont des instruments d'assassinat, ont rempli leur mission. Ils n'ont plus lieu d'exister. On n'est pas dans une logique d'effacement des traces, on est juste dans une logique de démantèlement d'instruments qui n'ont plus de vocation à être utilisés. La mission est remplie. André l'a rappelé sur les photos des fusillades de masse, c'est ultra photographié. Il n'y a pas d'effacement des traces. En 1942, même en 1943, la Wehrmacht, elle est aux portes de Moscou. Nuremberg, ça n'existe même pas. Donc pourquoi est-ce qu'ils chercheraient à effacer des traces d'une guerre qu'ils sont en train de gagner? Voilà. Donc il y a les derniers mois, mais qui, là aussi, il faut les réinscrire dans une logique différente. D'abord, puisque lundi, c'est le 27 janvier. 27 janvier, découverte d'Auschwitz. Ce qu'on ne comprend pas, et qui est très important, c'est que la fin du mois de janvier 1945, dont le 27 janvier, dont l'arrivée à Auschwitz, c'est le moment où les Soviétiques rentrent en Allemagne. Autrement dit, jusqu'en janvier 1945, les Allemands pensent qu'ils peuvent contenir les Soviétiques sur leur frontière orientale. Et même chose sur la frontière occidentale par ailleurs. C'est qu'en janvier 1945, ils comprennent que la guerre est perdue. Je ne vous dis pas que le cours de la guerre n'a pas été modifié avant, mais le moment, et là ça a été montré par tout un ensemble d'historiens, notamment Kershaw, qui doit venir dimanche, c'est ça? Jeudi, pardon, mais tu vois, corporate, tout ça. Ça a été démontré il y a très longtemps que jusqu'en janvier 1945, l'immense majorité de la population allemande soutient Hitler parce qu'ils pensent qu'ils peuvent encore tenir tête, non plus conquérir l'Europe, mais en tout cas s'en sortir. Donc, ce qui vous montre à quel point cette idée d'effacement des traces, elle relève d'une forme d'absurdité. Et juste un dernier point, si on pense la solution finale comme une politique publique, c'est une politique publique. Comme tout le reste des politiques mises en œuvre par le régime nazi, ça fonctionne comme une administration. N'importe quelle administration, et je le dis sans provoque, mais ça permet de réfléchir aux choses autrement, n'importe quel gouvernement, quand il perd les élections, détruit ses archives. Pas pour effacer les traces, mais c'est la norme, c'est la règle. N'importe quelle armée qui évacue embarque ou détruit ses archives. Mais je vous parle de gouvernement tout simplement parce que ça vous montre que même pas en temps de guerre, mais en temps normal, on détruit. Pas dans une logique d'effacement des traces.
Et c'est pour ça que cette idée... Il faut juste rappeler qu'en France, il y a quand même une loi sur les archives qui fait qu'on n'a pas le droit de détruire et qu'il y a des archivistes dans les ministères au moment de la transition de pouvoir. Donc c'est arrivé, mais on essaie de faire en sorte que ça arrive quand même pas trop. En théorie, et ayant travaillé dans un cabinet, je peux vous dire, enfin, pas ministériel, mais je peux vous dire que les archives sont régulièrement détruites malgré la loi et malgré le travail éminemment important des archivistes. Il y en a ici, des représentants. Mais le truc, c'est que la destruction d'archives, la destruction de matériel ou de matériaux, c'est une règle et pas juste en temps de guerre. Et donc interpréter toutes les destructions qui ont été réalisées par les nazis à la fin de la guerre sous l'angle juste de l'effacement des traces, ça procède d'une absurdité. Il y a des moments où ils ont voulu effacer certaines traces. Mais la crémation des corps, c'est pas pour effacer les traces, c'est juste qu'en Allemagne, on a l'habitude de procéder à la crémation des corps, comme en Inde, mais pas en France, pas en Italie, pour des raisons qui sont liées à la religion catholique. Voilà. Tous ces ensembles-là, enfin toutes ces choses-là, mises bout à bout, vous montrent que c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas de volonté d'effacement des traces au sens criminel du terme. Si vous prenez Auschwitz, ils balancent 100 000 corps de juifs en 1942 dans des fosses. Fin 1942, ils se rendent compte que ça pose des problèmes prophylactiques puisque les Allemands habitent à côté des fosses. Voilà, c'est tout un empilement de choses qui font que... Par contre, pour revenir sur votre première question, je n'appellerais pas ça un reportage. Ce n'est pas un reportage, c'est une documentation administrative. Ce n'est pas la même chose. Pour le coup, on n'a retrouvé aucun document, je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas. Dans la masse d'archives qu'on a consultée, et qui a été abondamment épluchée par des historiens avant nous, on n'a jamais trouvé ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un document de ce type qui se trouverait, par exemple, à Moscou et qui aurait échappé aux historiens qui nous ont précédés ou à nous-mêmes. Il n'en demeure pas moins, justement, dans cette expo que je vous incite, donc, du coup, encore une fois, à aller voir, il y a au Mémorial de la Shoah, enfin, au CDJC, il y a un document qui vient du procès de Nuremberg, où il avait été retrouvé dans les archives allemandes, un courrier de Rudolf Höss, envoyé au ministre de la Justice Thiérac en 1943. Il lui envoie un album en remerciement de son passage Thiérac à Auschwitz, en remerciement et en souvenir. Donc là, on a un courrier et on n'a pas l'album. Ça vous montre juste qu'on a tout un ensemble de traces documentaires, mais qui sont totalement incomplètes. Et du coup, ces traces incomplètes nous permettent de réfléchir, ne permettent pas de répondre à tout. Pour répondre autrement à votre question, il y a un ordre qui a été donné, on en a la preuve puisqu'on a l'album. Quels sont les moyens alloués? Ils ont tous les moyens qu'ils veulent. Il y a les trucs qui s'appellent le Canada, enfin les deux Canada à Auschwitz. Il leur suffit d'aller se servir. Par ailleurs, l'album qui nous est parvenu est un album qui vient du Canada. Je parle de l'objet, etc., etc. Donc, il y a plein de moyens de répondre à cette question malgré l'absence d'archives. Voilà. Et je vois Julie qui veut mettre un terme à l'échange, donc je m'arrête. Si, le doigt sur le micro. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc, je voudrais également remercier Sophie Giscard, responsable du service des activités culturelles que vous avez vu introduire cette rencontre, ainsi que Natacha Nizik, qui ont œuvré aux côtés de Tal Brutman pour que cette exposition existe. Donc, je vous invite vivement à la visiter. Et il y a des petits cartels qui expliquent les photos presque comme Tal Brutman le fait en live. Donc, c'est très, très bien fait. Merci à vous.